Bienvenue dans le vaisseau Multivers le podcast. Nous allons explorer l'univers de Jérôme Gazula et atterrir sur différentes planètes, dont la science-fiction et le jeu de rôle, où il nous servira de guide. Je vous laisse en compagnie du pilote de Buzz. Bon voyage! Bienvenue dans Multivers le podcast. Dans cette première partie d'interview, nous allons explorer l'univers de Jérôme Gazula, auteur hérolté de plusieurs romans et nouvelles publiés aux éditions Complices, Hashtag Fantastique, Comme une larme d'étoile, Undercipher, À qui n'est pas joué. Il a également auto-édité sur Amazon Compter les pieds de verre et autres poèmes, Dernier appel, nouvelles de science-fiction et de fantastique, la série de science-fiction La dernière vie des immortels et sa suite Columbia. Actuellement, il travaille sur le jeu de rôle tiré de ce même univers, Scavengers. Ne ratez surtout pas la deuxième partie de cette interview qui sera consacrée à sa saga La dernière vie des immortels dans un prochain podcast. Bonjour Jérôme. Bonjour. Peux-tu te présenter Jérôme ? Alors, je m'appelle Jérôme Gazula, j'ai 54 ans, je suis né à Béziers en 69. J'ai passé toute ma jeunesse à Béziers, j'habite actuellement à Montady. Donc, j'ai une formation de technicien biochimiste, donc scientifique à la base, mais j'ai toujours été le plus littéraire des scientifiques. Voilà, dans mon cursus, j'avais des fois le français en option et les profs de français adoraient mes rédactions. Donc, il y avait peut-être déjà quelque chose. Je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Je suis délégué médical spécialiste, donc sur l'Hérault. Ce qui fait que je suis chargé de la promotion, comme on dit, des médicaments de mon laboratoire auprès des professionnels de santé. Voilà, donc notamment les endocrinologues, les diabétologues, les néphrologues et les cardiologues. Quelles sont tes passions Jérôme ? Alors, moi, des passions, j'en ai plusieurs. J'ai toujours été explosif dans mes passions. C'était souvent du 0 ou du 1, voilà, à fond. Ce qui reste toujours constant, c'est la passion pour l'histoire. J'aime beaucoup l'histoire, que ce soit de l'Antiquité ou l'histoire récente. L'histoire des hommes m'intéresse. J'aime beaucoup aussi la généalogie, bien entendu. Je crois qu'on va retrouver dans ma passion derrière d'écriture et dans ma façon d'écrire une certaine constance pour la transmission et pour le fait de savoir d'où on vient et où on va. Qu'est-ce que j'aime beaucoup aussi les jeux vidéo. Ouais, ça me botte énormément. Mais j'aime beaucoup les jeux où il faut bâtir, construire. Les jeux comme Civilization, Age of Empires, Forge of Empires. Qu'est-ce que je fais ? Ah bah tiens, j'ai découvert ces temps-ci un petit truc, un vieux truc, Fallout Shelter. Voilà. Voilà, donc je me fais mon petit abri. Et c'est marrant, l'IA m'a donné l'abri numéro 33. Oui. Donc, je trouve que c'est assez un rigolo. beau clin d'œil. Ouais, le petit clin d'œil de l'IA était assez sympa. Quels auteurs ou œuvres ont eu la plus grande influence pour toi ? Alors, il y a plusieurs aspects, on va dire. Là, il y a d'un côté la littérature, les livres, et puis il y a les films, bien sûr. Question littérature, j'ai commencé à lire avec la collection Anticipation Fleuve Noir. Donc, d'aucuns diraient que c'est de la science-fiction d'Oldegard, peut-être, mais j'ai connu mes premiers émois intellectuels en science-fiction grâce à cette collection, et j'aime toujours. Les grands maîtres, quelque part, un des premiers, c'est Barjavel. Barjavel, auteur français, qui a écrit pour moi des œuvres extrêmement poétiques. J'aime beaucoup dans les écrits ce côté philosophique et poétique. Voilà, c'est quelque chose de très beau. J'aime bien qu'on me transporte. Voilà. Et Barjavel sait très très bien faire ça. Il y a eu Georges-Jean Arnaud qui a créé la série La Compagnie des Glaces. Elle a démarré, je crois, en 1981. Donc en format Fleuve Noir, il a écrit 63 bouquins, ce qui était énorme. Et c'était une véritable saga que j'ai adorée, que j'ai fait d'ailleurs découvrir à ma mère. Et je lui ai fait découvrir la science-fiction grâce à ça. Oui. Donc, oui, la science-fiction, c'est contagieux. Et puis bien sûr, si on passe à l'international,
On a Asimov, bien entendu, avec ses fabuleux robots, quoi. Il fait les robots, un défilé de robots extraordinaire, avec cette capacité qu'il a eue avec 3 lois apparemment simples, d'écrire des histoires vraiment passionnantes. Donc Asimov, avant les cavernes d'acier, avant Fondation, les robots pour moi. Après, il y en a eu plein d'autres en termes de littérature. Et pour ce qui est des films, bon, bien entendu, Star Wars, obligé. Voilà, la guerre des étoiles. J'avais, je crois, je devais avoir 9 ans, moi, quand Star Wars est sorti. Mhm. Et j'étais aussi. C'était un choc. C'était à un choc l'époque. énorme, ouais. J'avais tenu absolument à aller au cinéma Le Palace à Béziers, Mhm. ouais, qui était Pour les connaisseurs du bah, Biterrois, pour les Biterrois, vieux classique. qui a disparu Qui a aujourd'hui, disparu, malheureusement. comme beaucoup. J'ai connu le Royal, j'ai connu le Rive Gauche, j'ai connu donc le Palace, j'ai même connu le Variété. D'accord. Je connais pas. Et c'est vrai que j'avais les oreillons et j'ai tenu absolument à aller voir ce film. Et ça, là aussi, ça a été un choc assez violent. Et j'ai d'ailleurs, en termes de littérature, tous les bouquins de Star Mhm. Wars à la maison, j'en ai plus de 300. Ah oui. Du coup, l'univers étendu, ça a été énorme. Juste avant, en fait, l'arrivée de l'infâme souris qui a fait n'importe quoi avec la saga Star Wars. Ah Et oui. puis, je vous jure que j'ai essayé, je vous promets que j'ai essayé. Je suis allé voir le numéro 7, mes enfants m'ont dit on sait que tu vas détester. Je dis non, 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 allez, je vais être ouvert. Allez, on va y aller, on va regarder ça. Et effectivement, c'était une grande déception, parce qu'en fait, le 7, il a fait le numéro 4 copier-coller, quoi. Oui, il n'y a pas Donc, de vraie différence, hein, y a- aucune y prise a de rien. risque. Non, non, non. Et là, à partir de là, bon, voilà. Après, bon, je vais pas commencer à expliquer aux gens que, voilà, mais c'est vrai que, voilà, moi, mon intérêt pour Star Wars c'est arrêté là. Après, au niveau, j'ai eu beaucoup de films qui n'ont pas eu forcément énormément de succès. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu, bien sûr, Soleil Vert Oui, avec Charlton Heston, extraordinaire. Et je crois que d'ailleurs l'action doit se passer en 2022 ou en 2024, d'accord. je crois. Donc, c'est Euh, d'actualité. ouais, mais il s'était pas gouré de beaucoup quand même, hein, parce que pour lui, voilà, là, il n'y avait plus rien de viable sur la Terre. Et il n'y avait plus rien à bouffer, et pollution de partout et tout. Très, 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 très beau film, quoi. Et avec un dénouement, là aussi, alors je sais pas si. Est-ce qu'on peut encore spoiler Oui, Soleil Vert? Je Oui, sais quand pas, même. depuis qu'il est sorti. C'est pas grave, maintenant les gens connaissent. Voilà. Quand Non, même. oui, depuis. Parce qu'il doit avoir quel âge ce film? Au moins 50 ans, Oui, facile. Facile, ouais. Donc après, on se retrouve à bouffer des humains. Extraordinaire. Et puis, il y a un acteur aussi qui est très connu, Robin Williams. Mhm. Robin Williams, qui est connu pour son premier succès, c'était bien sûr Good Morning Vietnam. Et il a fait Jumanji, il a fait Madame Doubtfire, qui étaient vraiment des gros succès, mais il a fait d'autres films beaucoup plus intéressants. Mhm. Il a fait L'éveil. Je crois que c'était sur la découverte de la dopamine dans la Parkinson. Il a fait L'homme bicentenaire. L'homme bicentenaire, extraordinaire. Qu'est-ce qu'il était beau ce film. Et surtout, c'est un film avec une portée philosophique immense. Immense. Parce que c'est l'histoire d'un robot qui a une défaillance, c'est-à-dire il est parfaitement conscient. Et C'est une vraie défaillance. c'est une vraie défaillance pour un robot, oui. Et du coup, il vit dans une famille pendant plusieurs générations. Et un jour, il tombe amoureux. Mais pour pouvoir vivre son amour, il faut qu'il devienne humain. Donc il fait remplacer ses organes petit à petit par des organes synthétiques. Donc il devient très très humain. Et au final, il demande à ce que les Nations Unies le reconnaissent comme étant un être humain, quoi. Et les Nations Unies refusent en lui disant mais on ne peut pas vous reconnaître. C'est vrai que vous avez remplacé toutes les fonctionnalités. Votre corps fonctionne comme celui d'un être humain, mais vous n'avez pas la capacité de vieillir ni la capacité de mourir.
Et ça, c'est ce qui définit quand même les êtres humains. Donc déjà, tu prends une claque. C'est-à-dire, voilà. Et voilà. Et puis justement, il demande au concepteur de ces organes d'avoir la possibilité de vieillir et de mourir pour refaire sa demande et accéder au statut d'être humain. Waouh, extraordinaire, vraiment magnifique. Il a fait aussi Final Cut. Final Cut, une histoire sur nos souvenirs, sur la mémoire. On est dans une époque où on est capable de mettre une puce à l'intérieur des cerveaux humains. Et cette puce enregistre tout ce que voit un être humain pendant sa vie en vidéo. Et à la fin, il y a des cutters, qu'on appelle, assermentés, qui, quand la personne est décédée, récupèrent la puce et font un montage vidéo de sa vie. Donc un film de 1 heure avec les vraies images. Voilà. Et donc là, ça nous interroge aussi sur notre vie, sur nos souvenirs. Parce que des fois, on croit que les événements se sont passés comme ça. Tout à fait, oui. Mais en fait, c'est pas forcément la vérité. Notre cerveau nous déformé. On crée même des faux souvenirs. On crée des faux souvenirs. Il y a l'effet Mandela, qui est bien connu. Était vraiment en plus, c'est d'actualité, parce qu'avec Elon Musk, qui a pour projet d'implanter des puces dans les cerveaux humains. Tout à fait. D'ici peu. C'est vrai. Après, il y a bien sûr Blade Runner. Oui. Ça, c'est... Et surtout que le Blade Runner, c'est amusant parce que j'ai vu le film avant de lire le livre. D'accord. C'est déjà pareil, la notion de qu'est-ce que c'est qu'un être humain, parce que c'est répliquant, donc ces hommes artificiels qui reviennent des mines, qui volent une navette pour revenir sur Terre, qui ont tout d'êtres humains, sauf qu'ils sont plus forts, plus intelligents, ils sont voilà. Et pourtant ils savent qu'ils vont mourir, et leur quête, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont mourir. On retrouve toujours la même thématique. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain? Et puis, nous sommes des individus bornés, dans le sens où on a une borne au début, une borne à la fin. Qu'est-ce qu'on fait au milieu? Qu'est-ce qui nous caractérise? Ça aussi, c'est très très beau. Et après, bien sûr, j'ai lu le bouquin « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» qui n'a strictement rien à voir avec le film. Donc, en fait, double effet qui se coule. Je me suis régalé les 2 fois. Voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir auteur? Alors, motivé à devenir auteur, je crois que j'ai toujours un petit peu écrit. J'étais bon en rédaction, j'aimais bien ça. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à connaître la science-fiction, j'avais des petites histoires qui me venaient dans la tête. Et j'ai commencé à écrire des petites histoires, voilà, que je faisais lire à mes copains, à ma famille. C'était pas forcément toujours très très bon, c'est clair. Mais j'aimais bien me raconter des histoires. Voilà. Et j'ai fait ça pendant toute ma vie. Et c'est ce qui m'a mené finalement à écrire un jour des romans. En fait, comment ça s'est passé? C'est une rencontre. C'est une rencontre. Un beau jour, j'avais une amie qui avait écrit un roman policier. Et je vais la voir lors d'une signature dans une enseigne qu'on ne citera pas à Béziers. Et donc j'arrive et je lui achète son bouquin. En plus, c'était la période de Noël. Et comme je ne savais pas, j'avais plein de personnes à qui faire des cadeaux, mais j'avais aucune idée de cadeaux. J'ai acheté 8 bouquins. D'accord. 8, ce qui est énorme quand même. Pour un auteur qui fait une signature, 8 bouquins, c'est monumental. Et à côté, il y a un gars qui s'amuse beaucoup, qui était à côté d'elle, et on se met à tchatcher, et je m'aperçois que c'est son éditeur. Et donc Gérard, et je sais pas pourquoi, à ce moment-là, je dis, tiens, ouais, moi aussi j'écris. J'écris des nouvelles. Je dis, vous les avez tapées? Ouais. Envoyez-les-nous, on sait jamais. Alors, je lui envoie. Pendant 2 mois, pas de son, pas d'image. Je me suis dit, voilà, finalement, tu vois, ça veut dire bien ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire que tu écrivais, pour toi, c'était déjà très bien. Mais, et puis, il me rappelle, coup de fil, voilà, Monsieur Gazula, on a fait lire vos nouvelles à notre comité de lecture. Vous avez obtenu d'excellentes appréciations, y compris de personnes qui n'aiment pas la science-fiction et le fantastique. Donc, si vous voulez qu'on vous édite, on est partant. Alors là, j'ai les dents qui me sont tombées. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et bien sûr, j'ai donné mon accord. Et ça a été
le premier ouvrage qui est sorti chez Complice Éditions, donc, Hashtag Fantastique, qui est un recueil de 20 nouvelles qui s'étagent dans le temps. Certaines sont très récentes et d'autres ont plusieurs dizaines d'années. Voilà. Et j'appelle ça ma boîte de chocolat. Parce que chaque nouvelle, comme c'est pas des histoires en continu, chaque nouvelle a sa thématique, a sa coloration. J'ai toujours aimé l'univers des nouvelles, parce qu'en termes d'écriture, c'est très particulier. Je me suis d'ailleurs un petit peu attrapé très, très amicalement avec Gérard, parce que je lui disais, mais je suis pas un écrivain, parce qu'un écrivain, ça écrit des romans. Et il m'a dit, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis. Il m'a dit, un roman, c'est facile à écrire, mais le plus dur, c'est les nouvelles. D'ailleurs, il y a de grands auteurs qui n'ont jamais écrit de roman. Edgar Allan Poe n'a jamais écrit de roman. C'est que des nouvelles. Il me disait, en fait, les nouvelles, c'est le genre le plus dur, parce qu'il faut que tu attrapes le lecteur très rapidement, que tu l'intéresses, que tu le maintiennes en haleine, et puis à la fin, il faut qu'il prenne une torgnole. Voilà. Ça, c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi. Mais c'est vrai que la nouvelle a cette particulier qu'elle doit être percutante. À la fin d'une nouvelle, on doit recevoir un coup, que ce soit au bide, que ce soit au cœur, que ce soit intellectuellement parlant. Et moi, j'adore être là où on m'attend pas. J'ai toujours aimé, on va dire, couper à travers champs, hors sentier battu. J'ai coutume de dire que si la vérité était dans les sentiers battus, ça ferait très très longtemps qu'on l'aurait trouvée. Donc il faut délirer, il faut sortir du sillon et aller voir un petit peu ailleurs. Donc souvent, à la fin, justement, le lecteur, la lectrice est étonné. Et j'adore quand on dit « Ah putain, là tu m'as eu ». Là, j'adore. Ça, Et quelque part, ça s'est répercuté après, parce que les nouvelles et l'édition de Hashtag Fantastique, ça a débloqué quelque chose dans ma tête. Comme quoi, des fois, les processus psychologiques sont vraiment particuliers. Et au moment où est sorti le bouquin, j'étais en train d'écrire une nouvelle. Et comme d'habitude, elle aurait dû faire 10 pages, 15 pages, 20 pages. Voilà. Et puis voilà, 20 pages, 50 pages, 100 pages, 150 pages, 200 pages, 400 pages. Ça a été mon premier roman. Ça a été Under Cypher. Et là, je me suis dit, mais tu as écrit un roman. Alors tu peux le faire. Et là, je suis parti sur un ancien projet, très très ancien, qui s'appelait La dernière vie des immortels. Voilà. Et pour tout dire, ce projet-là, j'ai retrouvé une... non, c'est pas bien, parce qu'on va savoir que j'écoutais pas en cours de maths. J'ai retrouvé une page de classeur de 1990 où il y avait déjà, c'était déjà les prémices. J'ai gardé ça à la maison. Donc il y avait déjà il y avait déjà un personnage. Les noms n'étaient pas les mêmes, mais déjà il y avait les situations. Donc et je me suis lancé dans cet univers-là et c'est parti à fond. C'est énorme. Quel est ton processus d'écriture ? Alors, en termes de process d'écriture, je dirais il y en a plusieurs. Parce que dans les nouvelles, je vais souvent partir d'une impression, d'une interrogation, en me disant, bah, tiens, et si il se passait ça ? Ou alors d'une interrogation, peut-être des fois même philosophique, ça peut arriver. Et là, je me dis, ben, comment illustrer ça ? Mais souvent, la nouvelle est explosive. D'ailleurs, ma femme le savait à l'époque. Hein, des fois, je me couchais le soir et puis 5 minutes plus tard, paf, je sautais hors du lit, je me mettais à courir. Alors au début, elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Ben, je dis, non, il faut non, rien, t'inquiète pas, dors. Et moi, j'allais écrire. Et parce que j'ai perdu beaucoup de nouvelles en me disant, ah purée, l'idée elle est chouette. Allez, mais tu l'écriras demain. Mais le lendemain, il n'y a plus rien, quoi. Non, il ne faut pas. Donc voilà. Et puis après, il y a les romans. Les romans, c'est un travail de plus longue haleine. Parce que ça demande effectivement de poser un cadre, de poser un univers. Et j'ai l'avantage avec mon métier, avantage ou inconvénient pour certains, de beaucoup rouler. Et des fois, quand j'ai 1 heure de route, moi j'écoute pas la radio. Hein. En fait, je suis dans mes histoires.
Et j'ai coutume de tirer un petit peu le fil de laine de la pelote. Et du coup, je dévide. Et puis, je me dis, bah, tiens, il pourrait se passer ça. Voilà. Mais s'il se passe ça, comment c'est arrivé là? Et je crée dans ma tête. Le cerveau est en tâche de fond tout le temps. Mhm. Donc, l'univers s'étend. Il n'y aura pas tout dans le bouquin. Mais je me dis, tiens, par exemple, comment les gens se déplacent. Ah, bah tiens. Il se déplacerait avec tel élément. Oui, mais alors le carburant, comment il le trouve? Voilà. Et petit à petit, de fil en aiguille, cet univers, il prend de la place dans ma tête. Et puis, je vois aussi beaucoup de scènes. J'ai gardé, ça, ce sont les lecteurs qui me suivent depuis le départ, qui me le disent. En fait, j'ai gardé ma façon d'écrire de novelliste. Mhm. C'est-à-dire que dans mes romans, chaque chapitre se termine par, on va dire, quelque chose de fort. Mhm. C'est-à-dire, il n'y aura jamais chez moi, bon, là, le chapitre 1 est fini, on passe au 2, quoi. Non, c'est vraiment à la fin du chapitre, paf! Allez, on prend un petit coup, on prend quelque chose auquel on ne s'attendait pas, et on continue sur le suivant. Ce qui fait que moi, dans ma tête, je vois l'action. Et d'ailleurs, les lecteurs me le disent. C'est marrant, mais quand on te lit, tu m'as lu aussi, alors tu me diras si c'est vrai, hein, mais c'est facile de voir ce qui se passe. Tout à fait. Ouais. Voilà, on visualise ce qui est en train de se passer. Parce que j'ai analysé ça, j'ai essayé de me dire, mais pourquoi les gens ressentent ça? J'ai eu au début dans mon écriture le sens du détail, donc j'écrivais beaucoup, je décrivais énormément, et je me suis rendu compte que ça alourdissait beaucoup la lecture. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que les informations, je les passe au fil de l'eau de l'action. On n'a pas besoin d'avoir une description de tout ce qu'il y a dans la pièce. Voilà. Mais à un moment donné, si un des personnages a besoin, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire, tiens, voilà, dans la cuisine, il y avait toute une série de couteaux, etc. Voilà. Non, mais en revanche, à un moment donné, je vais dire, tiens, voilà, il se saisit d'un couteau qui était posé sur la table. Il n'y avait pas besoin de dire 3 pages avant qu'il y avait des couteaux posés sur la table. Ça allège aussi le récit. Ça allège, et justement, on va garder la dynamique, et les choses arrivent au moment où on en a besoin. Je pense que c'est ça qui rend on va dire l'écriture plus légère et dynamique. Et la lecture. Et la lecture, tout à fait. Alors, tu as 3 livres édités aux éditions Complices, mais pour la série La Dernière Vie des Immortels, tu es en auto-édition. Quels en sont les avantages et les inconvénients? Alors, je ne sais pas si la question mérite d'être posée comme ça. Pourquoi? Déjà, je suis vraiment très reconnaissant envers Gérard et Marielle de Complices Éditions, parce que c'est grâce à eux que j'ai vraiment pu me développer, on dirait, en tant qu'écrivain, même si j'ai toujours du mal avec ce mot-là, avec ce terme-là, parce que je n'en vis pas. Gérard et Marielle m'ont accompagné, et à un moment donné, ce sont des éditeurs qui se donnent énormément pour les auteurs qui viennent les rejoindre. D'ailleurs, Complices Éditions, c'est un mot important pour eux, c'est-à-dire que c'est pas une relation d'éditeur à auteur. Ils disent on est des complices, on est ensemble. Et ils se donnent énormément, ils sont sur tous les fronts, ils sont sur tous les salons du livre, ils emportent les livres de leurs auteurs, ils font vraiment le maximum. Et en revanche, ils m'avaient dit, mais tu sais, on te prend toi, mais on s'était juré que la science-fiction, on n'en prendrait plus. Parce que c'est un genre qui se vend extrêmement mal. Et c'est vrai que c'est une littérature de niche, je crois qu'elle représente 10% du lectorat, et ce sont majoritairement des hommes qui lisent de la science-fiction, alors qu'on sait que la majorité des lecteurs sont des lectrices. Donc moi j'ai tout faux, quelque part. Et
Donc je leur ai dit, parce qu'on a beaucoup discuté, pour la dernière vie des Immortels, qui est vraiment la saga que je porte en moi depuis 90, ça commence à faire, hein, ça fait 35 ans qu'elle est en moi, quoi. J'aimerais vraiment trouver un éditeur qui soit spécialisé en science-fiction et qui ait une dimension, on va dire, nationale. Donc, mais c'est très difficile de trouver parce que déjà les éditeurs de science-fiction, il y en a très peu. Il y en a très peu et ils sont sursaturés de manuscrits. Alors la question, c'est avantage-inconvénient. Moi, le gros avantage que j'ai avec Complice Édition, c'est que justement, j'ai des partenaires qui sont indéfectibles et qui font tout ce qu'il faut pour les bouquins qui sont chez eux. Et quand je leur ai parlé justement de mon projet, d'essayer de trouver un autre éditeur, ils m'ont dit, mais vas-y, fonce, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Qui c'est qui aurait dit ça? Enfin, je sais pas, je trouve que humainement parlant, c'était... Voilà, ça parle bien de... Ils t'ont encouragé. Oui, ils m'ont encouragé. C'est leur philosophie, leur mentalité. Voilà, c'est ce que je disais, ce sont des vrais complices, ce sont des vrais amis. Donc pour l'heure, donc je suis en auto-édition, j'allais dire entre guillemets forcée, dans le sens où j'ai pas encore eu la chance de trouver un éditeur. Alors pour nos auditeurs, quels sont les avantages et les inconvénients d'être édité par un éditeur qui a pignon sur rue et l'auto-édition? Alors, souvent, faut se méfier des éditeurs, entre guillemets. Quand je dis entre guillemets, c'est le mot éditeur que je mets entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de maisons soi-disant d'édition qui proposent, on va dire, qui prennent tout le monde quelque part, mais en disant, nous c'est 3000 balles. Voilà. D'accord. Donc vous allez, en fait, vous achetez vos propres bouquins. Quoi. Et il n'y a pas ce travail-là derrière qui est vraiment de filtre, d'accompagnement, etc. Voilà, donc ça, il faut faire très, très, très attention. Et après, donc un éditeur, s'il fait bien son travail, il vous accompagne. Voilà, et ça, c'est quelque chose de très important. L'auto-édition, elle a un gros inconvénient, c'est que vous avez tout sur vos épaules. Le travail de l'imprimeur, le travail de l'éditeur, le travail du distributeur. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus rémunérateur. Il faut voir que quand on écrit un livre, un auteur fait vivre énormément de personnes. Il fait vivre souvent un éditeur, il fait vivre des transporteurs, il fait vivre des imprimeurs, il fait vivre des distributeurs, il fait vivre des libraires. Voilà. Et lui, des fois, il n'en vit pas. Alors c'est sûr que l'auto-édition, toutes les parts que prennent tous ces intermédiaires, on ne les a pas. Donc en fait, l'auto-édition, le souci, c'est que vous avez en charge votre autopromotion, vous devez faire vos ventes vous-même, et c'est pas forcément toujours évident. S'il y a certains auteurs qui peuvent en vivre, à ce moment-là, il faut être partout, tout le temps, et avoir un réseau, une communauté même. Aujourd'hui, de toute façon, si on vend, les auto-éditeurs qui vendent, ils ont une communauté TikTok, ils ont une communauté Insta, ils ont une communauté Facebook, ils sont surtout... Ils se servent de beaucoup d'outils actuels. Ouais. C'est cela qui permet de faire une communication. C'est vrai qu'aujourd'hui, elle est diffusée grâce à ce type de réseau, effectivement. C'est ça. Donc après, à voir ce qu'on veut faire. Moi, pour le moment, je suis en auto-édition en attendant que un éditeur veuille bien m'accompagner dans ce projet. Mais je suis pas, je suis pas inquiet parce que cet univers, pour moi, déjà, le but, c'est qu'il existe. Et pour l'heure, c'est vrai que j'ai dû vendre quoi? Je sais pas. Pour l'heure, j'ai dû vendre peut-être 200, 300 bouquins. C'est rien. D'accord. C'est rien du tout en termes quantitatifs. Mais les retours que j'ai sont super positifs. Et ça, quand on me dit j'ai adoré, voilà, et je veux le lire de deux. Là, dernièrement, j'ai une copine qui m'avait jamais lu, donc elle a lu La dernière vie des Immortels. Puis elle me dit il faut que je lise Columbia. Elle a lu Columbia. Puis le mois dernier, elle me dit alors le 3, tu me l'apportes? Non, parce que je suis juste en train de l'écrire en fait à la base. Voilà, donc c'est la reconnaissance en fait. C'est ça. Moi, c'est le vrai salaire quelque part
pour moi, hein, de l'auteur, c'est les rencontres et les retours. Voilà, parce que quand on me dit oh, je me suis régalé, oh là là, c'est beau, quoi, c'est énorme. C'est vraiment ce qui me fait le plus plaisir. Peux-tu nous faire le pitch de ta saga La dernière vie des immortels ? Alors, La dernière vie des immortels, euh, nous sommes au 23e siècle. C'est demain, hein. 23e siècle, c'est dans 200 ans. Hein. Et bien entendu, les pires prévisions que nous avons à l'heure actuelle sur les changements climatiques, etc., on aurait aimé qu'elles arrivent. Parce qu'en fait, ce qui est arrivé est encore pire. Voilà. Donc on a perdu tous les glaciers, l'eau, les mers ont monté de 60 mètres, le climat a résolument changé. Et puis surtout, avec toute la pollution, les perturbateurs endocriniens, etc., l'humanité est devenue peu à peu stérile. Alors bien sûr, c'est arrivé progressivement, hein, c'est-à-dire c'est pas arrivé un matin en tombant du lit. Il y a une période que j'ai appelée la période du grand déclin, où les naissances sont faites de moins en moins nombreuses, et jusqu'à arriver à une panique généralisée, parce que les chercheurs, les scientifiques, les médecins se sont rendus compte que voilà, il y aurait plus d'enfants. Donc il y a eu pas mal de recherches qui ont été faites, qui n'ont pas abouti. Alors peut-être que dans quelques années, j'écrirai le préquel de La dernière vie des immortels. Et finalement, il y a une génération d'êtres humains qui a compris qu'elle serait la dernière, qu'elle n'avait comme perspective que la vieillesse et la mort. Quand il n'est plus resté que 3 millions d'individus, donc de vieillards, à la surface de la planète, ils se sont regroupés dans 3 métropoles. Donc j'appelle très souvent l'univers de La dernière vie des immortels l'univers des 3 métropoles. Donc il y a Paris-Montparnasse, il y a Dallas et il y a North Sydney, donc en Australie. Et quand ils se sont regroupés, en fait, il y a un des derniers scientifiques qui était encore en activité qui a fini par trouver un procédé de clonage qui, dès le moment où on arrive à récupérer l'ADN d'une personne, l'ADN complet, on peut la ramener. On peut en créer un clone. Donc ces clones arrivent à maturité à l'âge physiologique de 30 ans. Et il s'est aperçu que les personnes qui revenaient avec ce procédé revenaient avec tous leurs souvenirs. Du coup, cette génération qui était partie pour vieillir et mourir se retrouve soudain avec non seulement la jeunesse éternelle, vu qu'elle peut revenir indéfiniment dans des clones de 30 ans, mais aussi avec l'immortalité, vu qu'on peut revenir tant qu'on veut. Et du coup, il faut recommencer à recréer l'humanité, et les humains étant toujours stériles, et les clones étant toujours stériles, il faut à ce moment-là ramener à la vie les morts du passé. Ce qui pose bien entendu beaucoup de problématiques. Et cette génération-là devient véritablement folle. Parce que quand on est passé si près de la mort, de l'anéantissement total, et qu'on se retrouve soudain avec cette capacité-là, non seulement pour soi d'être immortel et jeune à jamais, mais de pouvoir dire qui pourra revenir et surtout qui pourra rester, c'est un pouvoir extraordinairement déstabilisant mentalement parlant. Donc cette génération s'appelle elle-même la génération élue et décide qui restera, qui viendra et qui restera. Bien entendu, les gens qui sont ramenés à la vie deviennent des esclaves, et pour qu'ils aient droit à l'immortalité, il faut qu'ils prouvent qu'ils sont utiles à la société. D'où, bien entendu, beaucoup de problématiques. Et donc c'est une société qui est violente, qui est perverse, et qui est plutôt fasciste, avec beaucoup de suprématistes blancs, parce que la Renaissance a commencé à se faire essentiellement en Occident. Et bien sûr, qui dit fascisme dit résistance. Parce que certains
disent nous, c'est à nous de choisir qui viendra et qui restera. Et puis il y en a d'autres qui disent non, mais immortalité pour tout le monde. Voilà un petit peu l'univers. Tu as parmi tes passions une qui prend de plus en plus d'importance, le jeu de rôle. Peux-tu nous en parler? Ah là, ouais. Alors ça, c'est une autre... c'est autre chose. C'est vrai que quand j'étais étudiant, j'avais à Montpellier créé avec des copains un club de jeux de rôle qui s'appelait Les Mondes Parallèles à la cité universitaire de Verbois. Et j'adorais les jeux de rôle. Et puis j'ai eu un grand temps de vide à cet aspect-là, sur cet aspect-là. Et pendant des années, j'ai plus du tout joué. Et il y a 2 ans, je suis revenu comme adhérent au club de Béziers, de jeux de rôle, les stratèges Qatar, qui viennent de fêter leurs 40 ans. Donc une grande longévité. Et je me suis remis à jouer. Et puis, une petite idée a germé dans ma tête. Je me suis dit, mais tiens, cet univers de la vie des immortels, peut-être que ce serait adaptable au jeu de rôle. Et effectivement, j'ai commencé à me challenger sur la création de jeux de rôle dans cet univers. C'est un univers qui est extrêmement vaste, avec des structures qui sont vraiment... qui tiennent la route, qui sont créées. Et je me suis dit, tiens, créer le jeu de rôle qui va avec. Et bien sûr, créer un jeu de rôle qui engloberait toutes les possibilités données par cet univers, c'est pas possible. On ne pourrait pas jouer en même temps soit les élus, soit les immortels, soit les primo-renaissants. C'est trop vaste. Trop vaste. Alors je me suis posé la question de quelle profession pourrait être la plus intéressante. Et dans la dernière veille des immortels, il y a une profession qui s'appelle les scavengers. Alors, scavenger, en anglais, ça veut dire charognard. Et puis en langage péjoratif, ça veut aussi dire fouille-merde. Et ces scavengers sont des mercenaires qui sont chargés par les élus d'aller retrouver l'ADN de personnes en particulier. C'est-à-dire quand un élu veut retrouver, j'en sais rien moi, sa grand-mère ou quoi que ce soit, ou un grand scientifique, etc., il donne des missions à des personnes, donc ces scavengers-là, qui vont aller se documenter pour savoir où la personne a été enterrée, où on peut retrouver ses restes, de façon à pouvoir la faire revenir. Et ces scavengers, grâce à ces missions, quand ils les réussissent, vont pouvoir obtenir des points sociaux qui vont les rapprocher peu à peu de l'obtention de leur immortalité. Donc là, je me suis dit, effectivement, ces scavengers, c'est eux qui peuvent représenter un intérêt pour un jeu de rôle, parce qu'ils peuvent évoluer partout. Ils sont déjà présents dans toutes les métropoles. Bon, le jeu de rôle se joue exclusivement pour le moment à Paris-Montparnasse. Et donc, on peut jouer avec eux dans la métropole, on peut faire des missions à l'extérieur, on peut mettre beaucoup de situations, soit économiques, soit politiques, des enjeux pour eux qui sont très intéressants. Et je me dis, lance-toi là-dedans. Donc, Scavengers, dans lequel on se propose de jouer un chasseur d'ADN, un mercenaire, commence à voir le jour. Voilà, donc je l'ai déjà présenté l'année dernière à RP Gers, à Plaisance de Gers, qui est une convention. Ça a bien plu, j'y retourne d'ailleurs cette année, avec d'autres scénarios. Et bien sûr, il y a les copains des stratèges qui m'ont aidé pour mettre au point ce jeu de rôle. Alors tu parlais de spin-off, c'est là où des fois je me dis que je suis quand même un grand malade. Parce que du coup j'ai écrit des scénarios pour ce jeu de rôle, bien sûr. Donc j'ai écrit des histoires. Et des histoires, c'est quoi des histoires si ce n'est une possibilité de roman. Et je me suis dit, vas-y, crée le roman de tes scénarios. Donc le premier qui va sortir le mois prochain. Donc je vais créer un spin-off qui va s'appeler Scavengers. Donc ça va être le thème global de la série. Et chaque fois, je vais décliner avec les scénarios qui auront été joués. Donc le premier qui va sortir, c'est Da Vinci Code ADN.
Voilà, donc après il y aura le second qui est déjà dans ma tête, qui a déjà été joué, qui s'appelle Pasta Corsi. Voilà, puis il y en aura d'autres. Peux-tu nous expliquer le système de jeu? Alors le système de jeu, moi je fais partie de la génération qui a été assez d'accord avec Gary Gygax, qui a été le créateur de Donjons et Dragons, et qui disait les dés sont faits pour faire du bruit derrière le paravent. Euh, Moi, l'important pour moi, c'est surtout le narratif, l'univers, l'histoire, ce qui va se passer. Ça, c'est le plus intéressant. J'aime pas, c'est une appréciation personnelle, j'aime pas passer mon temps à tirer des dés, à faire des calculs savants, etc. Donc, j'ai voulu un système de jeu fluide, rapide, mais surtout cohérent. Donc, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai renoué avec le jeu de rôle il n'y a pas longtemps. Et c'est vrai que les systèmes de jeu actuels m'ont fait poser question. Je... Il y en a peu qui trouvent grâce à mes yeux. Je les trouve assez bizarres. Alors, euh, je suis assez old school, on va dire. Et certains de mes copains des stratèges m'ont dit ah ben, on voit que c'est un jeu qui a été créé par un vieux. Petit con, on va. Voilà, donc je vous adore quand même, vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que dans l'idée, voilà, moi j'aime bien qu'on soit cadré sur les capacités physiques et mentales du personnage. Donc c'est un système de jeu qui est simple, il se joue qu'avec des D6 déjà. Donc on va éliminer tous les D4, les D8, les D12, les D20, les D100. Voilà. Et puis ça va être là aussi euh, assez fin dans le système. euh, Parce que souvent, dans les jeux, une compétence sera utilisée pour toutes les fonctionnalités possibles de cette compétence. Par exemple, euh, souvent, pour la possibilité d'utiliser une arme à feu, bah, il y a un certain pourcentage de chances de réussir une action. Mais utiliser une arme à feu ou des choses qui impliquent de connaître une arme à feu, il y a plein de possibilités. Par exemple, on peut essayer de vouloir, au son, quand on entend une arme à feu qui claque, essayer de déterminer qu'est-ce que c'est que cette arme à feu. On peut voir une arme à feu et se dire, tiens, est-ce que je la connais. On peut utiliser une arme à feu. Et en fait, là, tu vois, il y a trois actions différentes, quelque part, mais souvent dans les jeux de rôle, il y a un seul pourcentage pour ces trois actions-là. Dans le jeu de rôle Scavengers, il y aura trois chances différentes, suivant qu'on veut au son déterminer quelle arme attirer. Si on trouve une arme, qu'est-ce que c'est, savoir ce que c'est intellectuellement parlant, ou alors l'utiliser. Donc c'est un système qui est très très proche de la réalité, sans être lourd. Parce que j'ai voulu aussi éviter cette lourdeur. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le plus important pour moi, c'est l'histoire et comment on le vit. Préfères-tu être joueur ou maître de jeu? Alors, maître de jeu. Ouais. Allez, s'il faut choisir, on va dire maître de jeu, parce que j'aime surprendre. Je te l'ai dit tout à l'heure en préambule, j'adore être là où on ne m'attend pas. Donc dans mes scénarios, quand je crée des scénarios, j'aime les rebondissements, j'ai horreur de ce qui est évident, j'aime surprendre, et j'aime aussi que les joueurs me surprennent, aussi. Des fois c'est bien, et puis j'ai cette facilité quelque part de théâtraliser pas mal les choses. J'ai créé des personnages qui deviennent récurrents, et qui ont souvent des accents. Alors ça fait beaucoup marrer les joueurs. mais, mais voilà, quand je prends des accents, voilà, comme Mario qui est le patron de la cantine ai Danati di Pompei, et viens t'asseoir, et viens manger la pasta, c'est la meilleure de tout Paris-Montparnasse. Alors c'est sûr que les joueurs, bon, ben, ils le visualisent un petit peu, voilà, et que voilà, il y a aussi le chef de la guilde des scavengers qui s'appelle Derek Crownman, qui est un
un Irlandais. Alors, voilà, tu sais, moi, de toute façon, je ne bois pas saloperie de whisky de ces Anglais. Moi, je prends le whisky irlandais. C'est vraiment la meilleure boisson. De toute façon, il faut aller manger dans les cantines parce qu'il ne faut pas aller manger dans les cafétérias des élus parce que si ce qu'ils mangent, c'est dégueulasse. De toute façon, c'est simple. C'est quand tu vas manger dans les cafétérias, tu peux chier directement dans l'assiette de celui qui vient après parce que c'est le même goût, c'est pareil. Donc il a une touche particulière, celui-là aussi. On le trouve dans les romans, bien sûr. Tu me fais revivre une partie Ouais, mais j'aime bien. où il était là. Ben, c'est vrai que quelque part, sympa. dans le jeu de rôle, il faut que les joueurs imaginent. Voilà, il faut. Ouais, ça fait partie. Donc j'aime bien la C'est marquant, théâtralisation. hein. Et c'est voilà, moi j'ai cette capacité-là. J'en joue, j'en use et j'en abuse. Est-ce que tes scénarios ont un lien direct avec l'histoire de tes romans? Alors, en fait, du coup, comme on vient de parler du spin-off, j'allais dire que oui, parce qu'ils vont devenir des romans à part entière. Mais je dois dire, le jeu de rôle m'a énormément apporté, parce il m'a permis d'agrémenter euh, la partie immergée de l'iceberg. Parce qu'il a fallu que je réponde à énormément de questions qui, dans les romans, ne se posaient pas. Voilà. Parce que quand on est avec des joueurs, quand on incarne des personnages qui vivent au quotidien, il faut imaginer tous les instants du quotidien des Scavengers. Donc il y a plein de détails auxquels je dois répondre en tant que maître de jeu. Du coup, il y a le spin-off qui va gérer les scénarios. Cette série dérivée va me permettre d'étendre encore l'univers de la dernière vie des Immortels. Donc on va dire qu'il y a un mainstream, une histoire globale qui pose le monde et qui va gérer un petit peu le monde de façon un peu macroscopique. Et puis Scavengers, ça va être la vie au quotidien. Ça va être la vie des gens, ça va être la vie des gens qui se battent pour acquérir cette immortalité tous les jours, chaque fois qu'ils se lèvent, avec leurs questionnements, avec leurs peurs, avec la confrontation avec le monde des élus, avec ce monde extrêmement difficile à vivre, avec la peur de se retrouver effacé par cette milice qui est complètement arbitraire, qui est très dure. C'est une société aussi qui est très normée, qui a beaucoup de règles à respecter, et quand on ne respecte pas les règles, généralement il y a une sanction, c'est l'effacement. Voilà, donc les gens vivent dans la peur au quotidien. Ça va se retrouver dans le jeu de rôle, mais du coup ça se retrouvera aussi dans les spin-offs. Cette tension permanente et cette volonté d'arriver à l'immortalité, tout en ayant systématiquement une épée de Damoclès au-dessus de la tête, et cette volonté de s'en sortir véritablement. Et ça, on va plus le sentir dans Scavengers que dans la dernière vie des Immortels, parce que là, on va être sur le devenir du monde. D'ailleurs, le jeu de rôle et les spin-offs ne se passent qu'à Paris-Montparnasse, alors que dans la dernière vie des Immortels et Columbia, on est sur le monde complet avec les 3 métropoles qui s'influencent et qui se complètent. Quel retour as-tu eu des primo-joueurs qui, je le rappelle, ont eu l'extrême avantage d'avoir comme maître de jeu le créateur de l'univers du jeu? Alors, j'ai eu de très 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 bons retours. Vraiment de bons retours. Alors, je pense que surtout les bons retours, je t'ai parlé de la théâtralisation, donc déjà c'est lié à ma personne, mais c'est vrai que les 90% des joueurs que j'ai eus n'avaient jamais lu La dernière vie des Immortels. Voilà. Et en revanche, la majorité d'entre eux m'ont dit je vais courir acheter des bouquins. Voilà, parce que je veux vraiment rentrer dans cet univers. C'est un univers qui les a de suite attrapés. Et ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Déjà, pour le jeu de rôle, c'est sympa dans l'idée, mais de se dire que les joueurs ont envie de découvrir l'univers à travers les romans, c'est encore mieux. Et c'est vrai que tu parlais tout à l'heure d'anecdotes, j'en ai une au niveau déjà du jeu de rôle. J'ai un copain qui
qui est à RPGers. Je corresponds avec lui. On a beaucoup travaillé aussi sur cet environnement-là. Il s'appelle Riken Black Moon, c'est son pseudo sur Discord, parce que je suis aussi sur Discord. Et donc il avait lu La dernière vie des immortels. Et l'année dernière, à RPGers, donc j'avais déjà fait un livre de règles basiques déjà pour moi, mais j'en avais édité quelques-uns. Et il m'a demandé, écoute, est-ce que tu m'autoriserais à créer un scénario et à faire jouer une partie sur ton jeu de rôle? J'ai dit, mais vas-y garçon, donc Riken, go, allez, on y va. Et j'ai eu le bonheur, l'insigne bonheur d'avoir la possibilité de jouer à mon propre jeu de rôle avec un autre maître de jeu. Et Riken, il s'en est vraiment, vraiment très très bien tiré. Il m'a fait un scénario extraordinaire. J'ai vraiment, vraiment adoré. Et lors de la convention des stratèges Qatar, donc au mois de mars de cette année, là, pour les 40 ans, pareil, j'ai un joueur qui m'a dit faut absolument, passe-moi le bouquin des règles, je veux maîtriser ce jeu. Donc voilà, visiblement les joueurs ont accroché sur l'univers. Et il y en a certains qui sont déjà prêts à s'investir dans le jeu de rôle. Alors là aussi, je vais voir avec des acteurs locaux en maison d'édition. Alexandre, tu es là, Alexandre? Bon, j'en ai parlé un petit peu avec Alexandre, on va voir. C'est vrai que le jeu de rôle l'intéresse pas mal. Mais là aussi, il faut laisser du temps au temps, il faut laisser maturer les choses, mûrir petit à petit, et on verra ce que ça donnera. Mais je suis sûr que ça va être assez sympa dans l'avenir. L'imagination des joueurs est sans limite, et c'est aussi pour cela que le jeu de rôle est autant apprécié. As-tu eu des sessions qui ne partaient vraiment pas dans la direction à laquelle tu pensais? Ah ben ouais. Donc je vais... Ouais, David, tu es là, David, tu m'écoutes? Non, mais on a un spécialiste en stratège qui a une grande capacité à mettre, comment dire, à l'épreuve les maîtres de jeu, mais toujours très très gentiment. Mais c'est le souci du jeu de rôle. Le maître de jeu doit inventer une histoire en imaginant les possibles, les probabilités de telle action, les conséquences de telle action, etc. Mais les joueurs ont aussi cette capacité de passer complètement à côté de ce qui est logique de faire. Voilà, mais ça, il faut l'accepter. Sinon, on ne fait pas maître de jeu. Ou alors, on devient un maître de jeu très pénible qui va dire non, mais vous ne pouvez pas faire ça. Ça, c'est pas. Il faut tout accepter des joueurs. Les joueurs, c'est eux qui ont la vérité, c'est leur personnage et ils le dirigent comme ils veulent. Et voilà, des joueurs comme David notamment, lui il est logique quand il crée un personnage avec un background, avec une mentalité, avec une histoire, des fois ça cadre pas. Donc oui, il m'est arrivé une fois où il est parti complètement de son côté, vivre une aventure complètement à part. Donc moi j'avais un groupe de 4 personnes d'un côté et puis un tout seul. Et en fait ma grande difficulté ça a été, j'ai réussi à le ramener quand même, mais de lui créer une histoire parallèle logique et cohérente qui le ramène à l'histoire commune avec les autres. Mais bon, ça c'est le boulot des maîtres de jeu. Moi j'avais aussi une anecdote. Les stratèges Qatar, je les ai connus moi en 88. Au siècle dernier, 1988. Ils avaient fait un concours de jeu de rôle et j'ai été le premier gagnant du premier concours de jeu de rôle des stratèges Qatar. On était venu avec mon club de Montpellier. Là aussi, je suis très roleplay. Donc roleplay, c'est-à-dire c'est l'implication dans le personnage et la logique du personnage. Et je me souviens qu'on avait... on était parti, alors on était une bande d'explorateurs, on était dans une pyramide en Égypte et on trouvait un pentacle dans une pyramide en Égypte. Bon, pourquoi pas. Ok. Et en fait, un des personnages joueurs de mes collègues s'assied au milieu du pentacle et le maître de jeu, tout content, il fait vous voyez votre collègue qui s'écroule, tombe au sol. Bon, d'accord, ok. Donc je dis, moi j'y vais, je regarde, il respire, il respire faiblement, le cœur bat, le cœur bat. Il se réveille pas, non, il se réveille pas, ok, je le prends et puis on retourne au Caire. Et là, le maître de jeu, je le vois se décomposer.
Je dis, oui, écoute, alors je t'explique. En tant que joueur, je sais pertinemment qu'il s'agit d'un passage interdimensionnel, mais mon personnage ne le sait pas. Il voit que son collègue qui vient d'avoir une crise cardiaque, donc il le ramène à l'hôpital. Voilà. Donc, c'est vrai qu'après, bon, il avait trouvé le moyen de nous faire comprendre, de faire comprendre au personnage ce qui se passait vraiment. Mais voilà, ça aussi, c'est quand on est maître de jeu, il faut s'attendre à ce que les joueurs soient aussi des gens logiques. Est-ce que certaines sessions peuvent t'inspirer dans ton écriture? Oui, bah là, on revient à ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que du coup, je vais vraiment le faire. C'est-à-dire, j'ai très envie d'écrire des scénarios qui puissent se traduire après en bouquin. Donc ça, c'est le spin-off qui va être ça, quoi. Donc il y a déjà donc Da Vinci Code ADN qui sort le mois prochain. Donc, Sur Amazon? ce sera sur Amazon, ouais. Il y aura ensuite il y aura Pasta Cosi que j'ai adoré. C'était ouais. Ouais, avec Mario, c'est extraordinaire parce que il y a Mario, il fait la pasta, mais bon, dans ce monde-là, c'est très difficile de se procurer de la farine. Donc il y a son commis de cuisine euh, qui a trouvé une filière pour se procurer de la farine de contrebande. Voilà. Et puis un beau jour, Angelo, le commis de cuisine, il vient pas travailler, il vient pas travailler plusieurs jours, et du coup, on n'a plus de farine. Voilà. Donc, comment se procurer de la farine de contrebande? Donc, des fois, bon, Italie, farine de contrebande. Donc, voilà, 3 points de suspension. Voilà. Et puis là, je viens de m'inscrire là, comme maître de jeu sur RPGers. Et là, je vais devoir créer un scénario original, parce que je vais faire jouer Pasta Cosi, que je connais bien déjà, que j'ai déjà pas mal testé. Mais je veux aussi leur offrir un scénario original. Ça va s'appeler Le fou dans le bunker. Et donc ça va... le libellé, qui est un petit peu, on va dire, le teaser de l'histoire, c'est de dire, voilà, Berlin 1945, les soldats russes récupèrent des restes humains carbonisés. 2022, Paris-Montparnasse, et si c'était lui? Point d'interrogation. Voilà, donc ça, je vais écrire le scénario du jeu de rôle pour Scavengers. Et après, du coup, il y aura le roman derrière. Bon, pour mes réseaux, j'ai 2 sites internet. Donc, www.gazula.fr. Donc, c'est mon nom de famille, G-A-S-U-2-L-A. Où là, vous allez retrouver tout mon univers de livres, de littérature, avec plusieurs choses en plus. Et vous trouverez aussi les liens qui permettent d'avoir accès à mes divers livres. Et il y a aussi le site du jeu de rôle, www.scavengers.fr, donc SCAVENGERS.fr, où là vous trouverez toute l'actualité du jeu de rôle. Voilà. Le 2e épisode de Multivers, le podcast, est consacré au Festival Fantastique de Béziers. Nous saluons Jérôme Azé, qui aura lieu le 4 et 5 octobre 2024. Tu y es participant en tant que jury. Peux-tu nous en parler? Déjà l'année dernière, j'ai eu l'opportunité de participer au Festival du Fantastique de Béziers avec Jérôme Azé, tous les bénévoles de l'UT de Béziers. Donc je suis allé à la rencontre de mes lecteurs là-bas. J'ai eu le grand bonheur d'être choisi par eux pour cette année pour être jury des nouvelles, parce que donc, le Festival du Fantastique fait aussi la promotion de nouveaux auteurs et permet à des nouveaux auteurs de confronter leur travail. J'ai eu l'insigne honneur de devoir lire 28 nouvelles, de faire un choix parmi elles. C'est terrible, hein. C'est quelque chose de très difficile, mais de très gratifiant. Donc merci aussi à toutes celles et ceux qui se sont impliqués dans l'écriture. Donc on se reverra au mois d'octobre avec
tous les membres de l'IUT de Béziers, Jérôme Azé en premier. Puis je dois dire aussi un petit coucou aux membres du club de jeu de l'IUT, parce qu'eux aussi, ils ont joué à Scavengers, et je suis allé faire jouer Scavengers chez eux, au sein de l'IUT. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et ils étaient vraiment géniaux, ils se reconnaîtront. Merci Jérôme. Si tu as des choses à rajouter, c'est le moment. Je voudrais remercier déjà toutes celles et ceux qui me suivent et qui m'aident depuis des années, parce qu'un auteur, il est rarement tout seul. Il a des gens, heureusement, qui l'entourent, qui croient en lui, qui l'encouragent. Donc merci à mes bêta lectrices notamment, voilà, donc merci Anne-Françoise, Sophie, Claire, Christine notamment, voilà, qui lisent mes romans, qui me permettent aussi d'avoir des corrections et des avis régulièrement. Merci aussi à mon éditeur, donc Gérard et Marielle de Complice Édition, sans qui toutes ces aventures n'auraient jamais été possible, je leur dois beaucoup. Merci aussi à Michael. Michael, on s'est rencontrés il y a pas très longtemps, donc Michael est un illustrateur, parce qu'il va bien falloir avoir une identité graphique par rapport à tout ça. Merci aussi aux trois mousquetaires, parce qu'on est trois auteurs à se suivre dans les salons du livre, Fabrice Ross et Maxime Loger, que j'apprécie énormément. Voilà. Merci aussi à Serge Bélier de Puy-Salicon, qui on va dire responsable du Festival du Livre de Puy-Salicon. Merci aussi à tous les gars et les filles des Stratèges Qatar qui me supportent à l'année. Merci aussi aux organisateurs de RPGers que j'apprécie énormément par rapport à leur implication. Voilà, donc je pense que j'ai un petit peu fait le tour de tous les gens qui ont fait que toute cette aventure soit possible. Parfait, merci Jérôme. Donc merci beaucoup pour cette interview, et je sais que je te laisse énormément de travail. Oui, c'est fort intéressant, il a fallu qu'on calme un peu nos ardeurs sur les discussions. Merci à toi, à bientôt. Merci d'avoir effectué ce voyage avec nous. Nous espérons que la destination vous a plu. Si vous avez apprécié cette expérience, merci de commenter, noter ou liker cet épisode sur votre application de podcast. Vous pouvez nous suivre sur les principaux réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et autres, sur Multivers le podcast, tout attaché. À bientôt pour la découverte de nouveaux univers. Vers l'infini et c'est déjà pas mal.